Et le gouvernement britannique, je vous le disais, a donc félicité le Maroc pour son retour au sein de sa famille africaine lors de ce 28e sommet. Félicitations adressées par le ministre britannique chargé de l'Afrique et du Moyen-Orient, Tobias Ellwood. Un retour à l'Union africaine scellé, vous le savez, par ce discours royal devant les chefs d'État, porteur de plusieurs messages. Entre autres, le souverain a insisté sur la coopération sous-régionale et sur l'importance de l'Union du Maghreb arabe. Le souverain a regretté de voir l'UMA comme, je cite, la région la moins intégrée du continent africain, sinon de toute la planète, alors que le commerce intra-régional s'élève à 10% entre les pays de la CEDEAO et à 19% entre les pays de la SADC. Il stagne à moins de 3% entre les pays du Maghreb, a constaté le roi Mohamed VI. Le souverain qui a par ailleurs déploré que les pays du Maghreb soient à un niveau de coopération économique très faible, au moment où la communauté économique d'Afrique de l'Est avance dans des projets d'intégration ambitieux et que la CEDEAO offre un espace fiable de libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Rachida Chahachi, effectivement, l'intégration régionale a été un élément effectivement qui a pu aider certains pays africains au niveau des stratégies de développement. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été le cas pour le Maghreb, au-delà de la question évidemment du Sahara ? Il y a un passif historique qui est toujours présent, latent. C'est que pendant très longtemps, on a été déconnecté, débranché du reste du Maghreb. Alors ça remonte au moins au XVIe siècle avec l'Empire ottoman. Le Maroc s'est replié sur lui-même. L'Algérie, la Tunisie, la Libye devenaient des provinces ottomanes régies par l'administration ottomane. Donc c'était deux modèles qui ont divergé à partir de cette période-là. On a redécouvert le Maghreb qu'au moment de la colonisation et surtout de la décolonisation. Notamment, ça coïncidait avec la montée du nationalisme arabe qui permettait de transcender tous les autres clivages et de donner l'illusion ou l'image d'une appartenance collective à travers le mythe de la nation. Mais là encore, l'histoire revient avec un autre clivage qui est le clivage de la guerre froide. Et donc là, on revoit le Maroc qui était dans une position non alignée, centriste, à la recherche permanente d'équilibre entre les États-Unis, l'Union soviétique et l'Europe, et l'Union européenne montante par la suite. Et de l'autre côté, on a l'Algérie qui a adhéré à un discours révolutionnaire, socialiste, qu'elle a réussi à mixer avec un nationalisme arabe, enfin, a réussi un certain temps. Après, on connaît l'histoire, comment ça a dérivé vers un modèle autoritaire, une dictature militaire, avec un discours nationaliste pour mieux dompter la diversité culturelle et ethnoculturelle de l'Algérie. Donc il y a ce double clivage qui fait qu'à chaque fois qu'on a essayé d'améliorer l'intégration avec ces pays, on l'a fait sur des bases qui n'étaient pas légitimes. Alors sur la dimension arabe, là, je pense qu'on l'a abandonné. On a accédé... Ça s'appelle encore l'UMA, l'Union du Maghreb. Il y a un débat concernant le nom de l'UMA. Il y a beaucoup de gens, notamment les mouvements Mazir, qui demandent de changer de nom, parce que c'est un pur mensonge. Je veux dire, on en a parlé au niveau de la génétique. L'Union du Maghreb africain, l'Union du Maghreb abbasside. Tout à fait, du Maghreb africain. Du Maghreb africain, ça serait un bon... Du Maghreb, voilà. Ou du Maghreb tout court. Et d'ailleurs, on oublie que le Maghreb... Alors là, on a une vision très française du Maghreb. Parce que le Maghreb, il s'arrête à la Tunisie, tel qu'on le comprend. Alors que normalement, il va jusqu'en Égypte. C'est-à-dire l'Afrique du Nord, elle part du Maroc jusqu'en Égypte. Mais pour des raisons encore historiques, c'est différentes cultures, différentes sphères civilisationnelles qui font qu'on est recentré autour du Maghreb français. C'est-à-dire celui qui était colonisé par la France, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, puis la Mauritanie, qui géographiquement ne fait pas partie du Maghreb, qui fait partie du monde saharien, du monde, pas sahélien, mais du Grand Sahara. Du grand désert, de cette bande. La Libye y a été intégrée aussi, la Libye qui n'a pas été colonisée par les Italiens. Plutôt. Par les Italiens, oui, mais la Libye parce que, comment dire, là on découvre qu'il y a deux Libyes. C'est qu'il y a une Libye qui a toujours vu qui regardait toujours du côté de la Méditerranée et de l'Égypte, c'est la Libye ottomane, celle de Misrata, d'où sont venus les révolutionnaires. Et puis il y a une autre Libye, la tripolitaine, qui est une Libye nomade, de grands nomades, qui toujours regardait vers le désert, vers le sud, mais également vers l'est, du côté du Maghreb, pour des raisons de trafic saharien, de routes commerciales, etc. Donc c'est cette Libye-là qui est au pouvoir, la Libye tripolitaine, qui regardait du côté du Maghreb. Et qui après s'est repliée sur l'Afrique, d'ailleurs de manière très pionnière. On sait la volonté de Kadhafi de vouloir fonder une structure africaine. Donc ce qui me réjouit profondément, c'est que le Maroc
est sorti de ces faux clivages, de ces pièges idéologiques, en accédant à une dimension supérieure grâce exclusivement à l'initiative royale. Il ne faut pas se mentir. Le roi est seul. C'est-à-dire, on ne l'aide pas. Aussi bien le gouvernement que le peuple, que les élites, que les intellectuels. On vient toujours après pour applaudir et pour adouber, mais derrière, il n'y a pas un travail intellectuel de fond. C'est-à-dire, qu'est-ce que nos think tanks, qu'est-ce que nos intellectuels ont produit pour préparer cela ces 10 dernières années? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont mis en avant en termes d'enracinement du Maroc en Afrique, en termes de potentiel, en termes pour présenter l'Afrique comme le futur pivot géostratégique des 20 prochaines années? Et rien. C'est toujours une impulsion royale. Alors là, j'invite tout le peuple, c'est-à-dire les intellectuels, les artistes, les hommes d'affaires, tout le monde à les se médias, mettre, effectivement. Tout à fait, à se mettre en marche pour donner corps, pour ne pas laisser le roi porter seul le fardeau de cette initiative-là, et puis pour lui donner une profondeur idéologique. Ça doit être une démarche collective. Une profondeur esthétique également. C'est toute une métaphysique de l'Afrique. Et d'ailleurs, feu Sa Majesté le roi Hassan II en parlait, que nos racines sont enracinées en Afrique. Alors le feuillage après peut respirer en Europe, mais quand on a une terre qui n'est pas fertile, les racines elles finissent par mourir. Alors Aziz Bousta, effectivement dans ce discours, le souverain a fait la part belle effectivement à l'UMA. Comment vous le comprenez? Est-ce que c'est encore une main tendue à l'Algérie, notamment? Oui. Quoique, je pense que le roi, comme le disait Rachid, voit beaucoup plus loin, beaucoup plus large maintenant. On n'est plus sur le Maghreb. Alors c'est quoi on est sur l'Afrique. Alors d'abord, avant de commencer, je voudrais partir sur une image. C'est que, pour rebondir sur ce que disait Rachid, effectivement, les Marocains ne sont pas très africains, n'ont pas été très africains jusqu'à ces dernières, jusqu'à maintenant. Il y avait même des gens qui disaient, enfin, une image qui était un peu particulière, entre l'Afrique et nous avons bâti un mur. Alors on va continuer sur cette image. Dernièrement, entre l'Afrique et nous avons construit une route. C'est la fameuse route de Galgarat qui a créé d'ailleurs le problème avec les Algériens. Bon, par Polisario interposé par les Algériens. Donc, en termes d'image, on est en train de partir vers l'Afrique. Là où je suis pas d'accord avec Rachid, c'est sur la notion sur la question de la sémantique. Il y a le nord de l'Afrique et l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, le nord de l'Afrique est une notion géographique qui va du Maroc jusqu'à l'Égypte. L'Afrique du Nord est une notion politique ou géopolitique qui sont les 3 pays. Bon, maintenant on y a ajouté la Libye et la Mauritanie, et c'est peut-être pour ça que le Maghreb ne marche pas. C'est parce que il y a pas une cohérence géographique et civilisationnelle. Il n'y a pas de cohérence. Quel est le lien entre un Mauritanien et un Tunisien? En fait, pas grand-chose. Vous l'avez bien dit, ils appartiennent au Grand Sahara, alors que la Tunisie est méditerranéenne. Le Maroc a ses particularités, les Algériens. Alors parlons des Algériens justement, parce que c'est là où le problème se pose. Les Algériens ont un sérieux problème avec le Maroc, mais pas seulement avec le Maroc. Ils ont un problème avec le Maroc, qui est le grand pays d'à côté, qui, comme disait Mitterrand, qui n'a jamais été ni durablement ni totalement colonisé. L'Algérie n'a pas véritablement existé en tant qu'État, et depuis des siècles et des siècles. Tous les peuples de la Méditerranée étaient là pour la coloniser, et ils l'ont colonisée. Et à un moment, elle était connue comme le territoire qui était entre Carthage et l'Empire chérifien. Donc il y a un problème d'identité. Le problème algérien aussi, c'est ce qu'on a vu quand on parle de la vision. Je pense que le roi a fini par comprendre ça de guerre lasse, qu'il n'y a rien à attendre des Algériens dans la configuration actuelle. Dans la configuration actuelle où les gouvernements continuent de penser avec la logique du FLN, avec la logique de la guerre d'indépendance, avec la logique des années 60, des années 70, on ne peut pas faire grand-chose. Donc tendre la main... On a vu qu'il y avait des voix aussi qui s'élevaient en Algérie pour effectivement la réouverture des frontières entre les deux pays. Est-ce que, au niveau de la classe politique algérienne, il y a finalement une scission en 2 camps, avec d'un côté on va les appeler comme ça pour résumer, les pro-marocains et les autres? Alors, c'est un peu... Ce qui m'inquiète un peu... Enfin, d'abord, c'est une affaire algérienne. Ils vont régler leurs problèmes avec eux-mêmes, parce qu'ils ont un sérieux problème social et politique. Maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu, ce qui me chagrine, c'est que ces gens-là qui appellent à la réouverture des frontières n'ont pas tellement d'écho finalement dans leur société. Alors, on a coutume de dire, ouais, c'est le gouvernement algérien qui nous pose problème, les Algériens sont nos frères. Oui. Certes, mais les Algériens, on a à peu près, comme dans les pays du Maghreb, 60 à 70% de la population qui est âgée de moins de 35 ans, donc qui a été abreuvée à la propagande de leur système, du système algérien. Deuxièmement, Internet, c'est pas véritablement ce qu'il y a de mieux en Algérie au niveau connexion, donc les Algériens ne sont pas tout à fait connectés. Et donc, je pense que le roi, dans son discours, pour revenir à votre question, Naïma,
Il n'a pas véritablement tendu la main au Maghreb et à l'Algérie, mais il les a plutôt dénoncés. Parce que quand on voit les phrases qui ont été citées par le chef de l'État, c'est la flamme de l'UMA s'est éteinte parce que la foi dans un intérêt commun a disparu, l'élan mobilisateur se trouve trahi, l'UMA est la région la moins intégrée du continent, voire de la planète, et l'UMA se dissoudra dans son incapacité chronique à rencontrer les ambitions du traité de Marrakech. Et ce passage est venu juste après le passage où le roi disait « Nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité au sein de notre assemblée, loin de l'eau de susciter, etc. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sorte de dénonciation. Regardez, nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour fédérer, nous sommes là pour avancer, pour faire avancer l'Afrique, pas pour avoir le leadership comme on nous en accuse. Nous sommes là pour travailler pour l'Afrique. Nous sommes dans ce continent. Nous sommes dans un monde dangereux, dans un monde d'ambition, dans un monde qui est fait d'une sorte de nouvelle occupation, de nouveau colonialisme, et nous allons nous battre là-dedans contre ça parce que nous avons les atouts pour le faire. Maintenant, regardez ce qui se passe chez nous, dans notre région, ça se passe mal. C'est un discours qui est à 2 ou 3 niveaux, dont l'un est fait pour les chefs d'État présents, pour qu'ils comprennent exactement ce qui se passe dans cette région. Pourquoi cette hargne des Algériens? Quand on a vu ce qui s'est passé, Naïma, pour l'adhésion du Maroc. Et il a fallu que le président Condé et que le président Kagame rappellent un peu la logique, rappellent un peu la démocratie, rappellent un peu les règles. Mais les Algériens, avec les Sud-Africains, ont été jusqu'à demander un comité juridique pour se prononcer et pour que le Maroc s'engage à ne pas remettre les frontières héritées d'indépendance. Bien. On connaît tout ça, mais Alpha Condé, le président Alpha Condé, qui est le nouveau président de l'Union africaine et qui a eu un rôle décisif, a pu convaincre, alors ça c'est très intéressant, et il a remercié le président Zuma d'avoir compris le principe et d'avoir dit « Ok, ben finalement le Maroc entre ». Il n'a pas parlé des Algériens. Bon, alors le président Bouteflika, qui est vice-président, on lui souhaite rétablissement, il n'était pas là, mais par contre son premier ministre était là et personne n'en a parlé. Donc ils continuaient à être contre l'adhésion du Maroc, et ça c'était donc, comme je l'ai dit, c'était, voilà, mes chers pères africains, regardez ce qui se passe dans notre région. Voilà pourquoi nous en sommes là au Maghreb. Je ne pense pas que le roi, franchement, continue à penser au Maghreb. Alors justement, même en même temps, Tal Shakir, quand le souverain loue finalement les groupements régionaux comme la CEDEAO, comme la SADC, et que, en comparaison, effectivement, il fait un état des lieux de ce qu'est le Maghreb aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un appel du pied aussi, quelque part, au pays maghrébin? Moi, je l'ai vu, honnêtement, comme étant un appel du pied, dans le sens où il parle même de dirigeants aujourd'hui jeunes, nouvelle génération, et décomplexés. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut se décomplexer et se soustraire de l'histoire, cette histoire qui, effectivement, plombe les relations et qui, normalement, devrait être lue différemment. Et à mon sens, sans les citer, il appelle les Algériens à plus de réflexion, à plus de maturité, à plus de responsabilité. Et s'il donne des chiffres, c'est pour justement montrer le creux entre les organisations régionales. La SADC qui est à 19% au moins d'échanges commerciaux, la CEDEAO à plus de 10% et le Maghreb moins de 3%. C'est-à-dire rien du tout, tout simplement. Donc il appelle quelque part aussi, à qui veut bien l'entendre, que le Maroc est en train de mourir, que le Maghreb est en train de mourir, que la flamme effectivement s'éteint. Et c'est très grave parce qu'il parle aussi de l'héritage Hassan II en 89 qui a pris l'initiative au moment où quand même les choses étaient encore aussi difficiles. Donc il faut prendre l'initiative. Tout à l'heure, Aziz parlait du lien entre la Tunisie et la Mauritanie. Quel lien ont les Chypriotes et les Allemands? Quel lien ont les Finlandais et les Espagnols? C'est pour cela que ça marche pas. Ça marche pas. Non, mais attendez. J'aurais souhaité que le Maghreb marche au moins autant que l'Europe. Attendez, pas non plus. C'est pas parce que... Attendez, l'Union régionale, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un projet commun, et il a commencé par une zone de libre-échange qui s'est agrandie avec une union douanière où les échanges se faisaient sans droit de douane, avec un marché commun, avec une union économique. Ça a pris 20 ans, et aujourd'hui, ils sont à l'union économique et monétaire, et c'est vrai que ça marche un peu moins pour des raisons qui ne sont pas toujours effectivement disons relatives aux individus, bien plus que la situation économique. Donc attention, moi j'aurais souhaité que le Maghreb vive 50 ans, qu'il mette en place un projet maghrébin, un citoyen maghrébin, et qu'ensuite qu'on fasse le bilan d'une organisation, ce qui est normal. À la fin, elle peut avoir des limites. Donc aujourd'hui, à mon sens, il y a l'intérêt économique à mettre en avant, parce que les trois pays, d'abord parce qu'il faut à mon sens reprendre ce Maghreb et le commencer par le départ, à savoir
savoir si on peut commencer avec l'Algérie et la Tunisie, ce serait une bonne chose. Ensuite, la Libye, on va attendre à ce que ce pays retrouve sa sérénité. La Mauritanie, de même. Donc, en tout cas, construire à partir de quelque chose. Mais de toute façon, l'Algérie a besoin du Maroc. Il faut bien le comprendre économiquement. C'est un pays qui est en transition vers le capitalisme. C'est un pays qui a échoué au niveau de sa libéralisation, de sa privatisation. C'est un pays qui, aujourd'hui, commence à connaître des déficits budgétaires très graves à cause du prix du pétrole. C'est un pays qui n'a pas réussi à s'industrialiser convenablement. Donc, il y a du savoir-faire. Qui avait fait le pari de l'industrialisation à l'époque. Exactement. Donc l'industrie lourde. Aujourd'hui, Maroc, Algérie, Tunisie, dans une connexion de leurs efforts, dans l'immobilier où le Maroc aujourd'hui a développé, parce que l'Algérie, il faut savoir, elle a de gros problèmes immobiliers que le Maroc peut solutionner avec ses groupes. Bien sûr. Donc il y a tellement d'avantages, j'allais dire, à faire, que cette question politique devrait passer effectivement outre. Et à mon sens, les Algériens devraient avoir le courage de le faire. Mais c'est vrai que, comme le rappelle Aziz, il y a l'armada des généraux qui est le FLN et qui gagne sur cette situation-là conflictuelle et qui maintient un président fatigué, diminué au pouvoir et qui n'a pas de sens, et un peuple algérien qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive et qui est berné par des déclarations politiques et qui malheureusement tombe dans une forme d'adversité qui n'a pas lieu d'être, tout simplement. Alors, Mélanie Freixillet, effectivement, l'UMA s'en est resté au stade des fondations. Est-ce qu'on peut penser un jour à impulser une nouvelle dynamique et comment faire? Et puis, comment surtout vous interprétez ce message de la part du souverain dans son discours? Alors pour moi, le message du souverain dans son discours est très très très. Je vous l'ai dit hier, il y a un nombre de pics à l'égard de l'Algérie qui est quand même considérable. Oui, vous parlez de discours de combat. Ah oui, et tout à fait. Et en l'occurrence, même pas cette. Dans la main tendue. Ah non, il n'est pas du tout dans la main tendue. Et même dans cette. C'est bien parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension finalement. Ah oui, certainement. Et même quand il explique qu'il y a désormais des leaders et politiques jeunes et décomplexés en Afrique, si c'est pas un petit peu une manière de casser Bouteflika, c'est quand même, moi je sais pas ce que c'est, mais enfin bon, d'une manière générale. D'ailleurs, quand il parle de l'UMA et qu'il dit ça aurait dû servir et être quelque chose d'important, puisque ça marche pas, on se retourne vers l'Afrique. Donc, il dit pas, on espère qu'un jour ça va marcher. On dit, puisque ça marche pas, on se retourne vers l'Afrique. Donc, c'est très, très, très net. C'est très, très clair. J'ai pas la citation exacte, mais je vais y arriver. Nous constatons avec regret que l'UMA est la région la moins intégrée du continent africain, sinon de toute la planète. Si c'est pas un petit peu de l'ironie lourde, je sais pas exactement ce qu'on peut dire. Ce constat conforte le Maroc dans son choix de l'Afrique. Donc, on est bien dans quelque chose qui est clairement pas de la main tendue. Est-ce qu'il n'y a pas un désir, il n'y a pas un désir d'inscrire le Maroc aussi dans un de ces groupements, comme le disait le souverain, sous-régionaux, comme la CEDEAO ou la SADC? Non, parce que le Maroc ne veut pas s'intégrer, et le reste du discours tend à le démontrer, ne veut pas s'intégrer dans un sous-ensemble existant. Il veut offrir à l'Afrique le leadership qui devrait lui être naturel, donc il se positionne différemment. Le Maroc se positionne en hub africain, donc il va pas s'intégrer à un sous-ensemble, si vous voulez, surtout qu'ils sont actuellement quand même aussi dans des circonstances difficiles. Par contre, ils multiplient les partenariats bilatéraux et multilatéraux qui ont un problème quand même, parce que ce que ne dit pas le discours, c'est que sur les 1000 et quelques accords bilatéraux, il y a eu effectivement beaucoup de signatures, mais relativement peu de ratifications, donc qui pose problème. Enfin, c'est vraiment une autre question. Qui ne répond pas à la question de l'UMA. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait là, sur ce coup, une main tendue. Pas de nouvelle dynamique. D'accord. Il y aura un jour une nouvelle dynamique. Elle est inévitable. Mais ceci dit, historiquement, maintenant, on n'est pas à ce temps-là. On a le temps. Parce qu'il y a des moments historiques, des respirations. Il y a le temps où on essaye effectivement de créer des ensembles supranationaux et le temps où on rentre dans nos frontières. Actuellement, de Trump à l'Union européenne, on rentre dans nos frontières un peu partout. Et il faudra que cette crise que nous vivons actuellement soit résolue pour qu'il y ait la possibilité à terme de recroire en l'utopie de l'union supranationale. Alors Aziz Boustaï, et on termine. Oui, Talal Chaker et Rachida Chassi. Je voulais juste vous reprendre, Mélanie. Il n'a jamais parlé, le roi, de jeunes leaders. J'ai la citation, l'Afrique est aujourd'hui dirigée par une nouvelle génération de leaders décomplexés. Nouvelle génération. Bouteflika, il n'est pas tellement nouveau non plus. Il n'est pas dirigeant.
Bouteflika ne dirige rien. Bouteflika est malade. On lui souhaite de guérir. Point. Mais un Alpha Condé qui a 80 ans n'est pas tout à fait jeune, mais c'est la nouvelle génération de leaders décomplexés. Bien, maintenant, encore une fois, d'un point de vue sémantique, quand on dit l'Afrique subsaharienne, en fait, on dit l'Afrique non arabe. Et je me rappelle, en février dernier, le fameux quand le Maroc avait cédé son droit à l'organisation du sommet arabe. Et je me rappelle, et je peux vous le rappeler si vous voulez, les phrases très dures qui ont été dites dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères et qui a donc été entériné par le roi, et qui est que on ne peut pas rester là pour donner une illusion d'unité avec des discours stériles et des discours qui ne vont pas, alors que nous sommes là pour construire et pour bâtir. Et le roi Mohamed VI s'inscrit dans une logique économique, dans une logique de construction, en laissant la politique. Chacun fait la politique comme il l'entend dans son pays. Bien, à partir du moment où il ne touche pas les autres, les voisins, vous voyez, suivez mon regard. Donc, mais économiquement, on peut travailler. Alors, comme sous-région, quand vous voyez le tracé qui a été proposé du fameux gazoduc Nigeria-Maroc, c'est l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest à laquelle le Maroc pourrait éventuellement adhérer. Et laisser les Algériens, les Tunisiens sont en train de se reconstruire, les Algériens, on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire, et nous, on travaille avec les autres. C'est notre zone d'influence naturelle, d'accord, mais elle va être élargie aussi aux anglophones. Je termine rapidement, si vous me le permettez, avec l'Algérie. Ça ne passera que quand les dirigeants actuels partiront et quand les nouveaux viendront et qui feront une lecture de l'histoire. Quand ils seront décomplexés, alors. Quand ils seront décomplexés par l'histoire. Nous remontons à la bataille d'Isli où les Algériens avaient accusé le Maroc d'avoir trahi l'Amir Abdelkader. Nous revenons donc au traité de Lamrnia qui était à la même période, dans les années 40, en 1840. On revient à l'histoire du Boeing, de l'avion des dirigeants FLN, que les Algériens nous reprochent toujours d'avoir comploté avec la France on revient à l'histoire de la guerre des sables. Tout ça, c'est une histoire qui est passée, qu'on peut dépasser, mais qu'il faut relire avant de tourner la page. Vous le disiez effectivement dans votre chronique qui était très bien absolument. faite. Vous parliez de la guerre de 100 ans entre Anglais et Français, effectivement. Et oui, la guerre de 100 ans, les bombes aujourd'hui atomiques entre l'Amérique et le Japon. On peut avoir des guerres absolument atroces, des guerres meurtrières. Il y a eu 50 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale, et pourtant, les protagonistes sont actuellement de très bons partenaires économiques. Donc il faut dépasser ça, comme on dit, selon l'expression consacrée, avant de tourner la page, il faut la lire. Avant de tourner la page de l'histoire entre le Maroc et l'Algérie, il faut la lire, et bien la lire d'une manière décomplexée. Voilà, c'est ça qui est ce que j'allais dire. C'est ça qui est derrière le terme décomplexé. Talal Shakir, et on termine avec Rachida Chachi. Oui. Alors, à entendre Mélanie, finalement, et Aziz Bousta, il n'y a pas vraiment d'espoir pour que ça reprenne, l'UMA. Écoutez, moi je garde espoir parce que de toute façon, c'est vrai qu'en l'état des choses, c'est difficile. Je vois mal le pouvoir algérien tendre la main, même si le pouvoir marocain le fait. Et c'est vrai que c'est une culture de façade 2 qui le faisait souvent et régulièrement. Ne vous laissez pas perturber. Oui, parce que ni par Aziz, ni par Mélanie. Moi, c'est Aziz, je suis désolée. C'est lui qui me perturbe. J'apprécie le débat gestuel de Aziz aussi. Et donc, effectivement, c'est une culture de façade 2 qui consistait à aller vers les personnes, même dans l'adversité, et à provoquer des sommets et provoquer des lieux de discussion. Et je pense que le souverain aujourd'hui fait un petit peu pareil. Il a donné beaucoup de choses. Non, c'est pas une provocation, c'est une provocation de discours et de dialogue. Mélanie, je jouais pas sur les mots. Et donc effectivement, on est sur une situation où l'Algérie est invitée à réfléchir, l'Algérie est invitée à relire probablement son histoire. Maintenant, l'Afrique et le Maroc, ça se fera quel que soit le cas, avec ou sans l'Algérie. Le Maroc a pris son envol. Il y a eu près de 46 visites sur près de 23-24 pays. C'est du sérieux, c'est de l'immobilier, c'est du bancaire, c'est de la télécommunication, c'est des étudiants, c'est un ensemble d'engagements. Le lien se fera avec ou sans l'Algérie. Si les Algériens sont aujourd'hui conscients de ce qui se passe chez eux par rapport à leur pays, socialement, économiquement, ils ont intérêt à dépasser, comme l'a fait l'Allemagne et la France, pourquoi pas, puisqu'on a cité cet exemple-là, dépasser et construire pour des peuples qui constituent quand même près de 100 millions d'habitants au niveau du Maghreb. 100 millions d'habitants, c'est énorme. Et que des jeunes, et quel potentiel, mon Dieu, quand on leur présenterait un projet. Je crois que les guerres sont derrière nous. À mon sens, il faut se ranger vers la souveraineté des pays, se ranger vers le sérieux et effectivement vivre la question avec beaucoup de situations décomplexées. Parce qu'aujourd'hui, les généraux algériens ne rendent vraiment pas service à leur peuple, il faut bien le comprendre. Donc le chemin se fera avec ou sans nos voisins algériens, avec ce serait meilleur. L'exemple de l'Allemagne est intéressant, mais il faut dire qu'il a fallu castrer l'Allemagne pour que ça marche, en tout cas militairement et géopolitiquement. Et il y a des contre-exemples, la Chine, le Japon, qui n'arrivent toujours pas à s'entendre, à se mettre d'accord, ce qui prive le Japon d'un marché énorme.
Alors, pour revenir au Maroc, le discours royal est très intéressant parce qu'il y a une autre dimension, une dimension émancipatoire. Parce que la remise en cause d'un modèle défaillant et décadent qui nous impose ces dictats, qui projette sur nous ces visions du monde, fait qu'effectivement, aujourd'hui en Afrique, on a beaucoup d'Européens de peau noire. En fait, c'est des gens qui sont allés à la Sorbonne étudier en France, qui reviennent avec un logiciel occidental intégral et qui pensent l'Afrique avec un regard occidental, ce qui est très problématique. Donc la dimension émancipatoire du discours pose des questions très importantes. Ça va être la question du rapport au franc CFA. C'est-à-dire, est-ce que le Maroc va se positionner de manière claire contre le franc CFA, la question des frontières, la question de l'interventionnisme militaire français au Mali. Donc, il y a plein de pistes pour les chercheurs, pour les intellectuels, pour travailler dessus. Et il ne faut pas oublier que pour nous, Marocains, on a deux Méditerranées. On a la Méditerranée aquatique, celle qui est au nord, et on a une autre Méditerranée qui est le Grand Sahara, qui est un océan traversé par des marins qui sont les nomades et qui nous connecte avec un autre rivage qui est le Sahel et qui est le reste de l'Afrique. Mais c'est pas trop la Méditerranée quand même. Non, mais je veux dire, c'est une projection inversée de la Méditerranée. L'autre dimension, c'est qu'au Maroc, quand on voit l'histoire ancienne du Maroc sur 1000 ans au moins, on a les capitales impériales, Marrakech, Meknès, etc. Et le changement de capitale n'était pas dû au changement de saison ou à la chaleur, mais était dû principalement parce que cela traduisait le mouvement du centre de gravité politique dans lequel s'est situé le Maroc. C'est que quand le Maroc tendait vers le nord, vers l'Andalousie, vers l'Espagne, la capitale, naturellement, se déplaçait plus vers le nord, vers Fès. Et là, il est intéressant, c'est que la capitale politique reste toujours Rabat, mais la vraie capitale vivante qui a porté